Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler avec la docteure Galina Strelko sur la conception d'embryons et donc les dilemmes. Je vous rappelle qu'on participe avec la Société européenne de fertilité pour faire ces webinaires qui sont disponibles en français, en italien, en anglais et en espagnol et qui font partie d'une partie pour mettre en contact les médecins et les patients. Et voilà, on vient d'ouvrir une partie de bénévolat et une partie de donation. Donc, je vous laisse un peu d'informations sur le chat. Et, et ben voilà, docteur, je vous laisse. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde qui va être avec nous ce soir. Parce que ce soir, on va parler d'une question très intéressante. On va voir le dilemme de la conception par le don d'embryon. Nous avons eu récemment le séminaire concernant le don d'oocytes. Ce sont les problèmes plus ou moins proches, mais il y a quand même quelques différences. Et puis, ce soir, je vais parler un peu plus des problèmes législatifs et les problèmes qui concernent l'organisation de ce processus suivant. Donc, quelles sont les questions que les patients se posent avant d'entamer le programme? Beaucoup de questions concernent la législation, puis beaucoup de questions des patients concernent qui sont les donneuses et les donneurs, comment on les cherche, comment on les examine, et comment on se prépare pour la grossesse qui est faite avec le don d'embryon, et puis aussi quels sont les possibles protocoles de préparation suivants. On peut voir sur ce slide que la plupart des pays du monde peuvent effectuer les programmes de don de gamètes, des oocytes, des spermes, des embryons. Dans la plupart des pays, on peut pratiquer ce type de traitement. Seulement peu de pays où c'est interdit ou on ne fait pas par raison religieuse, raison culturelle ou une autre, mais dans la plupart des pays, on peut le faire. Suivant. Les différences principales dans les lois des pays différents concernent plutôt de sélection d'embryons, c'est-à-dire si c'est permis ou interdit de choisir les embryons après le diagnostic génétique, par exemple choisir le sexe d'embryon ou choisir des caractéristiques spéciaux. Puis, la possibilité de faire ce dépistage génétique sans raison spéciale. Puis, beaucoup de différences au niveau des dons des gamètes. Certains pays permettent, certains pays permettent, mais par exemple, ça devrait être seulement la couple marié ou les choses comme ça. Puis, beaucoup de différences concernent l'anonymat des donneurs. Et puis, très peu de pays peuvent pratiquer la maternité de substitution. Et puis aussi, la différence peut être au niveau du nombre d'embryons qu'on peut transférer et puis au niveau de cryopréservation. Dans certains pays, par exemple, on peut seulement congeler les embryons au deuxième jour après la fécondation et pas après. C'est aussi plutôt les questions religieuses, éthiques, etc. Suivant. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce slide, vous pouvez voir que dans les pays où on a une législation spéciale concernant de ces problèmes, par exemple, ce qui concerne le don de sperme, 64% des pays permettent,
européenne, mais pratique beaucoup plus. Et ça concerne de tous les types de dons de gamètes. Parce que dans certains pays, la législation, comment dire, ne permet pas, mais n'interdit pas non plus. Donc, c'est pas, comment dire, c'est un peu ambigu. Et donc, les pays où on peut pratiquer sont beaucoup plus nombreuses que les pays où cette question est bien réglementée. Suivant. Sur ce slide, vous pouvez voir pourquoi cette question est tellement difficile. Parce que quand on parle de don d'embryon, premièrement, on devrait voir le source de ces gamètes. Ça peut être donneur du sperme et donneur d'oocytes, mais ça peut être aussi une couple qui a fait le programme de fécondation in vitro et puis les embryons surnuméraires cette couple peut donner aux autres couples. Ça peut être aussi ce qu'on appelle gamete sharing, c'est-à-dire une femme fait le programme de fécondation in vitro à beaucoup d'oocytes. Elle peut donner une partie de ses oocytes à clinique, par exemple, qui va après utiliser ces oocytes comme oocytes de donneuses. Et dans ce cas-là, cette femme peut avoir une réduction du prix, par exemple. Donc, les types différents de sources de ces cellules. C'est important de savoir avant de vous aller faire ce programme parce que le niveau des investigations, des examinations de ces couples et de ces gens peut être assez différent. Les récipients peuvent être la couple hétérosexuel, les couples homosexuels, la femme célibataire, et puis aussi les enfants. Il faudrait comprendre que, par exemple, les enfants qui cette couple va avoir peuvent avoir les frères, les sœurs, etc., qui habitent dans les autres pays ou même dans le même pays. Ou, après certain âge, peut être en contact, peut se rencontrer. Donc, il faut penser à toutes ces questions avant qu'on commence ce type de programme de traitement. Suivant. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est la différence dans la législation des pays européens. Il y a les références de cet article, vous pouvez le voir. Et donc, la plupart des pays permettent de faire ce type de traitement. Le plus de problèmes avant les couples homosexuels masculins. Suivant. Donc, dans la plupart des pays, le don d'oocytes et le don d'embryons sont autorisés et réalisés chez les couples hétérosexuels. Les femmes célibataires aussi peuvent, dans la plupart des cas, obtenir des oocytes ou des embryons donnés. Les problèmes sont malheureusement pour les couples homosexuels masculins, et seulement la Belgique et la Malte où ces couples peuvent avoir ce type de traitement. Suivant. Deuxième question qui est très importante avant qu'on commence le programme de dons d'embryons ou de dons d'oocytes, c'est que dans les pays différents, il y a les législations différentes, mais dans la plupart des pays, il y a la limite d'âge de femmes. Donc, c'est plutôt 50, 52, 53 ans, 49. Et dans la plupart des cas, il n'y a aucune restriction d'âge pour les hommes. Seulement un seul pays donne cette limite à 60 ans.
mais dans la plupart des cas, seulement la limite d'âge des femmes. Et c'est pas par hasard comme ça, parce que les femmes, après 50 ans, peuvent avoir beaucoup plus de problèmes obstétriques et problèmes pendant la grossesse par rapport aux femmes de l'âge plus jeune suivant. Donc, encore, la question qu'il faudrait, de quoi il faudrait qu'on parle, c'est l'âge de donneur. Donc, l'âge de donneur du sperme limité à 40 ou 45 ans, et pour les oocytes, c'est 35 ans. On va voir pourquoi c'est comme ça. C'est plutôt parce qu'il y a les problèmes génétiques dans les gamètes qui apparaissent plus souvent après certain âge. Quand on parle de femmes, après 35 ans, plus que 50% des oocytes peuvent avoir les problèmes génétiques. Quand on parle des hommes, c'est un peu plus tard, mais après 50-55 ans, on peut voir que le taux de fragmentation d'ADN des spermatozoïdes commence à augmenter. Donc, on va voir ça dans les slides suivants. Donc, avant de se lancer dans un programme de dons, il faut être bien informé sur le cadre législatif du pays où ce programme sera effectué. Parce que, par exemple, en Ukraine, on n'a pas de limite d'âge de femme officielle, mais par exemple, dans Slovaquie, c'est 52 ans. Et donc, nous avons eu des patients qui ont fait les embryons en Ukraine. Et puis, quand ce conflit a commencé, on transférait les embryons en Slovaquie. La femme est venue pour faire le transfert. Il y avait des problèmes parce que l'âge de cette femme était plus que les limites permises dans ce pays. Donc, ça, c'est important de savoir. Il faut aussi assurer qu'au moment du transfert, l'âge de la patiente ne dépasse pas cette restriction. Donc, il faut être conscient aussi du type de dons d'embryons qu'on va faire, parce que si on parle des embryons qui, comment dire, étaient faits des oocytes des donneuses et des spermatozoïdes des donneurs, on a toute l'information qui est nécessaire dans ce cas-là. Mais quand on parle des embryons qui étaient les embryons surnuméraires des patients, souvent on ne peut pas avoir le bilan psychologique, par exemple. On ne peut pas avoir l'enquête complète. Les gens peuvent, par exemple, refuser de donner ces photos ou autre chose. Donc, l'enquête et l'information qu'on reçoit dans ce cas peut être beaucoup moins profonde qu'en cas de donneuses et donneurs, par exemple. Suivant. Donc, l'examen psychologique. On sait que le don d'oocytes est une expérience très émotionnelle. Et puis, c'est pour ça qu'on fait dans notre clinique et dans la plupart des cliniques qui font le don d'oocytes ou don d'embryon, on fait le bilan psychologique approfondi avec les tests métriques, ce qu'on ne fait pas pour les patients, bien entendu. Et puis, si les patients proposent ces embryons pour le don d'embryons, dans ce cas-là, on ne va pas avoir cette information. Suivant.
Ça, c'est le résultat de ce test psychométrique. Dans 9% des cas, on a trouvé que cette fille peut avoir l'instabilité potentielle, des problèmes psychopathologiques, et on a refusé de continuer à travailler avec cette fille, avec cette candidate de donneuse. Certains peuvent avoir les problèmes psychologiques potentiels dans la communication. Dans ce cas-là, on fait beaucoup plus d'attention à ces filles-là. Puis, aussi, ce qui est important, nous devrons être sûrs que la fille fait ça sans pression psychologique, qu'elle comprenne bien qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, aussi, ces tests permettent de voir tout ça, ce qui est impossible de faire avec les patients suivants. Donc, il y a des recommandations, comment est-ce qu'il faut informer les couples qui envisagent faire le traitement avec le don d'oocytes ou don d'embryon. Donc, il y a les références de cet article, vous pouvez voir en détail, mais si on parle brièvement, on peut dire que l'important de donner l'information concernant la législation, puis il faut aussi être informé combien de temps est-ce qu'on peut congeler les embryons, et puis parce que ça peut être que ces embryons sont déjà en clinique depuis 5, 10 ans, etc. Qu'il y a des problèmes qui peuvent arriver dans certains pays où la donneuse n'est pas anonyme en cas de décès ou en cas de décision de cette donneuse de ne pas contacter avec la clinique. Et donc, dans ce cas-là, l'information personnelle peut ne pas être disponible. Suivant. Encore, les recommandations de cette communication concernent d'informations que peut être des frères et des sœurs. Cet enfant peut avoir ses frères et sœurs qui sont nés aussi avec ces oocytes. Et puis, l'enfant peut un jour décider d'avoir l'information de sa mère biologique et de ses frères et sœurs biologiques. Et donc, il faudrait être préparé à tout ça. Dans certains pays, c'est obligatoire que la donneuse et donneur dont l'information personnelle, ce qu'on appelle open donor, c'est-à-dire le donneur ouvert. On peut contacter cette personne, on peut avoir l'information personnelle. Et puis, dans certains pays, les enfants ont droit d'avoir cette information après un certain âge. Dans les autres pays, ce n'est pas comme ça, donc bon, il faudrait se renseigner. Suivant. Aussi, ça peut être assez difficile d'expliquer aux enfants toute cette information-là, et puis ces recommandations disent qu'il vaut mieux avoir l'aide d'un psychologue qui va aider comment expliquer bien toute cette information. Suivant. Encore les questions importantes concernant le choix des donneurs et des donneuses. Selon la législation. Par exemple, en Ukraine, on a une législation assez facile pour cette question-là, c'est-à-dire que ça concerne plutôt l'âge de femme, l'homme en moins de 40 ans, femme moins de 36 ans. Puis, ce qui est très important, c'est que dans certains pays,
donneurs et donneuses doivent avoir propres enfants en bonne santé, ce qui permet de, à mon avis, avoir une certitude des qualités, certaines qualités des cellules reproductives. Bon, dans certains pays, ce n'est pas le cas, donc bon, je ne peux pas dire ce qui est vraiment la meilleure solution, mais dans notre pays, je pense que c'est pas mal que les donneuses doivent avoir au moins un seul enfant. Puis, l'important, ce sont les examens qu'on doit faire à tous ces donneuses et donneurs pour éviter de transmettre les maladies infectieuses et génétiques suivantes. Dans certains pays, cette réglementation est assez stricte et assez, comment dire, exacte. Par exemple, ça, c'est la réglementation de HFA, UK, Angleterre. Et donc, c'est très, très détaillé quel examen infectieux et en quel terme on doit faire. Dans certains pays, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup plus, comment dire, beaucoup moins d'examens et moins de restrictions. Il est très important de faire attention à l'infection comme hépatite virale, comme sida, et puis les infections qui sont typiques dans les pays où on fait ce traitement suivant. Puis, la question d'âge. Nous avons parlé au début qu'il y a des restrictions d'âge des donneurs et des donneuses. C'est important parce que ça a une relation avec la génétique de cette cellule. Donc, on va faire l'examen, l'étude des oocytes, des qualités des oocytes des donneuses, parce que très souvent, les patients demandent d'avoir la donneuse 20 ans ou 25 ans ou 23 ans, pas plus que 30 ans. Et donc, on fait une étude et nous avons comparé la qualité des cellules de l'âge différents des donneuses suivants. Donc, un groupe de moins de 25 ans, 26-30 ans et plus que 31 ans. Et nous avons vu que généralement, il n'y a pas beaucoup de différences, que le groupe avec la meilleure qualité des oocytes, c'était le groupe dans notre cas 26 à 30 ans. Moins de 25 ans, nous avons trouvé que nous avons un peu moins de zoocytes de meilleure qualité, Q1. Et puis qu'à l'âge plus que 31 ans, nous avons un peu moins de quantité de zoocytes. Mais en gros, il n'y a pas aucune différence dans le groupe moins de 35 ans. C'est pourquoi dans la plupart des pays, il y a le limite d'âge des donneuses à 35 ans. Et c'est bien, à mon avis, c'est un bon âge, moins de 35 ans, pour faire ce genre de traitement et pour être donneuse. Plus, ok, ça dépend des personnes, mais moins de 35 ans, c'est absolument normal. Suivant. Donc, ce qu'il faut encore savoir, c'est que malgré qu'on a un âge de donneuse moins de 35 ans, âge jeune, qu'ils ont ses propres enfants. Parfois, on peut avoir des oocytes, des cellules de qualité médiocre. À peu près 60 à 70% des ovules, même les donneuses qui ont fait ça plusieurs fois et qu'on sait qu'ils sont des bonnes donneuses, peuvent avoir des oocytes de qualité, comment dire, moins bons.
Donc, 60 à 70% des bonnes qualités, à peu près 30-40% des oocytes de même donneuse, des qualités un peu moins bonnes. Et c'est normal. Suivant. La question d'âge des donneurs de sperme aussi. Si on voit les études publiées sur la concentration du sperme, des motilités, des fragmentations d'ADN de sperme, on peut voir qu'avant l'âge de 50 ans, les paramètres sont plus ou moins les mêmes, suivants. Et après l'âge de 50 ans, on peut voir l'augmentation, le taux d'anéuploïdie, c'est-à-dire taux des embryons avec des anomalies génétiques. Et puis, on peut voir la diminution de taux de formation de blastocystes. C'est-à-dire que si on prend le même nombre d'oocytes de bonne qualité, si on va avoir les spermatozoïdes d'hommes l'âge plus que 50 ans, nous allons voir que beaucoup moins de ces embryons arrivent jusqu'au 5e jour de cultivation. Donc, dans la plupart des cas, la limite d'âge pour le donneur du sperme est 40 ou 45 ans. Dans cet âge-là, on voit que les résultats sont plus ou moins les mêmes qu'à l'âge moins de 39 ans. Suivant. Ce qui est aussi important, c'est les questions de morphologie des embryons. Parce que souvent, quand on parle de dons d'embryons, les patients demandent si les embryons sont bons, moins bons, qu'est-ce que ça signifie, type A, type B. Ou parfois, les docteurs disent que, OK, les embryons sont type B. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est mieux d'avoir les embryons de type A que de type C? Il y a une classification de Gardner. Cette classification explique que les blastocystes, cette classification concerne des embryons qui arrivent après 120 heures de cultivation, 5e, 16e jour de cultivation. Un nombre de ces embryons blastocystes, c'est un embryon qui est très grand. Et puis, dans ce stade-là, les embryons doivent avoir ce qu'on appelle trophectoderme. C'est la placenta qui va se développer après. Et puis, une autre partie qui va former l'embryon. Et donc, selon cette classification, le nombre de cellules, le type de ces cellules, la qualité de ces cellules, on peut avoir cette description A, B, C. A, c'est la meilleure. C, normalement, les blastocystes de type C ne s'implantent pas. Normalement, on ne les utilise pas. OK, parfois, on peut avoir le type C dans la matinée, après-midi, ça s'améliore, mais si c'est vraiment la blastocyste de type C, ça n'implante pas dans la plupart des cas. Et donc, aussi, il peut être le numéro 3 AA, 4 BB. Et donc, ce numéro signifie la dimension des blastocystes. Les plus petits, c'est le numéro 2, 3. Le plus grand, c'est le numéro 5 ou 6. Numéro 6, c'est quand la masse cellulaire partie de la zone pellucida, pellicule des oocytes, et ce qu'on appelle hatching, arrive complètement. Et puis, le numéro 6 signifie qu'il n'y a plus cette zone pellucida autour des embryons. Suivant. Donc ici, vous voyez sur le carré A,
la blastocyste très belle avec une bonne masse cellulaire intérieure et l'extérieure, trophectoderme, l'embryoblaste. Partie B, la hatching qui a commencé. Une partie de ces cellules est partie des zones pellucides. Et puis, si on attend encore quelques heures, c'est possible que zona va être à part et puis toutes ces cellules vont partir et vont être à part. Suivant. Et donc, quand on va faire l'étude de probabilité d'implantation des blastocystes de type différent, comme c'est montré sur cet article-là, suivant. On peut voir que la probabilité d'implantation de la grossesse et d'avoir le bébé à la fin dépend directement de la qualité des embryons que nous avons eus au moment du transfert. La meilleure probabilité pour les blastocystes type AA, quand cellules type A sont présentes au niveau des trophectodermes et de masse cellulaire interne des embryons. Et puis, le niveau plus bas, c'est les blastocystes, ce sont les blastocystes type C. C'est-à-dire, OK, il y a une certaine probabilité, mais quelquefois moins que, par exemple, avec des blastocystes de bonne qualité. Suivant. Donc, c'est très important de savoir exactement quelle est la morphologie des embryons par des critères standardisés avant le transfert de ces embryons. La probabilité d'implantation d'embryons dépend directement de leur morphologie. Et puis, les blastocystes 5e jour, type AA, sont considérés comme les meilleurs. Suivant. Encore une question très importante, c'est la question de congélation, de vitrification des embryons. Beaucoup de patients ont peur de faire la congélation des embryons. Ils demandent est-ce que c'est possible d'avoir les embryons frais, c'est-à-dire qu'on synchronise le cycle des patients, des donneuses, et puis on fait la prélève au moment quand on commence la préparation de l'endomètre des patients, et puis on fait le transfert des embryons frais, sans congélation. Mais dans la plupart des cas, est quand même assez difficile de faire ces synchronisations. Et puis, quand on parle de dons d'embryons, dans la plupart des cas, ce sont les embryons qui sont déjà prêts. Donc, peut-être 90% de tous les dons d'embryons sont faits avec les embryons congelés. Ce qu'il faut savoir des congélations, c'est que quand nous avons eu la congélation par le moyen de ce qu'on appelle slow freezing, congélation lente, le taux de réussite était beaucoup moins que la congélation moderne qu'on appelle vitrification. Les premiers travaux de cette vitrification ont apparu à peu près 30 ans, il y a 30 ans. Et depuis 2003-2005, la plupart des laboratoires embryologiques ont changé le type de congélation à cette vitrification. La différence, le plus important, c'est que quand on fait cette méthode-là de congélation des embryons,
la température diminue très très vite et les cristaux ne peuvent pas être formés, cristaux d'eau, cristaux de glace. Et puis, l'embryon n'est pas, comment dire, il n'y a pas de dommages. Et donc, actuellement, le taux de survie après la décongélation est à peu près 95 ou même plus, 97%, suivant. Et si on voit l'augmentation de taux de Frozen Embryo Transfer, cryotransfert, ce sont les données statistiques en Europe. Et donc, on peut voir que Frozen, c'est en gris. Il y a une constante augmentation de quantité de ces transferts suivants. Et que au 2012-2013, dans certains pays, États-Unis par exemple, la quantité de transferts des embryons congelés est dépassée des quantités de transferts des embryons frais. En Europe, c'est passé un peu quelques années plus tard, à peu près en 2017, parce que ça dépend des législations. Dans certains pays, la sécurité sociale ne couvre pas les traitements avec les embryons congelés, seulement les frais. C'est pour ça qu'en Europe, généralement, il y a un peu moins de traitements avec les embryons congelés, mais quand même, on voit ce cross point, ce point où le nombre de transferts des embryons congelés est dépassé le nombre de traitements fraîches. Donc, on peut constater que dans la plupart des pays, les embryologues, les laboratoires travaillent très bien avec des embryons congelés et ont des résultats beaucoup meilleurs que les embryons frais. Suivant. Par exemple, dans notre clinique en 2021, le nombre des oocytes congelés pendant cette année était 13 000 à peu près. Congélation des oocytes des patients, c'était des oocytes totales et oocytes des patients, c'était 1044. Le nombre des embryons que nous avons congelés pendant l'année, 6 000. Donc, c'est vraiment beaucoup, c'est tous les jours. C'est quelque chose qu'on fait tous les jours et c'est un travail routine, si on peut dire comme ça. Suivant. Donc, mais quand même, on devrait parler de certaines influences de cryoconservation sur la santé des enfants. Et puis, il devrait aussi parler de certains protocoles de préparation suivants. Donc, on sait que cryopréservation peut quand même influencer les cellules qu'on congèle. Les technologies se développent, cette influence diminue. Les milieux culturels modernes diminuent cet impact négatif, mais quand même, on peut avoir certaines augmentations de radicaux libres, le pourcentage d'apoptose, et puis, ok, ça peut diminuer un tout petit peu la possibilité d'implantation. Suivant. Ceci, vous voyez les mécanismes biologiques possibles de l'effet de cryopréservation sur les genoux. Ok, ce n'est pas très prononcé, mais quand même, il y a certains travaux qui montrent. Suivant. Et puis aussi, il y a des publications qui disent que si on a les embryons qui étaient
pendant une longue période dans notre cryo du Ars, qui était plus long, stocké avant d'être transféré dans l'utérus. Donc, on peut avoir moins de pourcentage d'implantation et de réussite. La différence est vraiment pas très très important, mais quand même, il y a une tendance que si on a les embryons qui étaient restés congelés, par exemple, 3, 4, 5 ans, ce n'est pas très bien. Mieux avoir les embryons qui n'étaient pas congelés tellement longtemps. Suivant. Et donc, la conclusion de cet article scientifique, c'est que le résultat de cette étude montre que la cryoconservation prolongée peut avoir influence sur la réussite de le traitement des fécondations in vitro. Suivant. Aussi, ce qui était montré, c'est que quand on avait comparé le pourcentage des enfants qui étaient nés après le traitement avec les embryons qui étaient congelés avec les embryons fraîches, on peut voir que la différence plus ou moins absente. Seulement, il était constaté que le taux d'hospitalisation dans les enfants âgés moins de 3 ans était un tout petit peu plus important avec les enfants qui étaient nés après le cryotransfert. Mais la différence n'était pas très prononcée et puis l'étude n'est pas très très grande. Donc, généralement, c'est plus ou moins le même. Les résultats des traitements sont plus ou moins les mêmes. Suivant. Aussi, ce qu'il faut savoir quand on envisage le programme de dons d'embryons, dons d'ovocytes, c'est qu'il y a des problèmes de fertilité qui sont liés à l'âge, mais qui ne dépendent pas de la qualité des oocytes. Ce sont des problèmes de santé générale, type diabète, hypertension, maladie cardiaque, problèmes de thrombose, infectieuses, immunologiques, puis problèmes de type endométriose, myome, qui peut diminuer aussi la probabilité d'implantation suivant. Et dans ces recommandations qui sont faites par Eschre, qu'on avait parlé avant, c'est dit clairement que les patients doivent être informés aux risques médicaux et risques obstétricaux concernant des grossesses en cas du don d'ovocytes et du sperme. Suivant. Ces risques partiellement sont liés de protocoles de préparation parce que certains protocoles donnent un peu plus du risque et certains moins. Ici, vous voyez les protocoles de préparation pour le transfert différents, mais généralement, ce sont deux groupes de protocoles. Un protocole de la thérapie hormonale de substitution, c'est-à-dire qu'on donne des hormones artificiellement qui imitent le cycle naturel, et puis un autre groupe de protocoles quand on suivit le follicule et ses propres hormones suivants. C'est la même chose. On peut utiliser le trigger pour déclencher l'ovulation ou sans trigger, seulement ajouter le progestérone suivant. Et puis, ce qui était montré dans les travaux scientifiques, c'est que quand on utilise les protocoles de
de la thérapie hormonale de substitution, on a beaucoup, pas beaucoup, mais quand même, on a la différence avec le cycle naturel. Et on voit ces différences à tous les niveaux. Au niveau de pourcentage de réussite, au niveau de pourcentage d'implantation, au niveau de tests positifs, au niveau de battement cardiaque, etc. Et au niveau de avortement spontané aussi. Donc, les résultats étaient meilleurs avec les cycles naturels et le pourcentage d'avortement spontané était plus élevé avec les cycles de la thérapie de substitution artificielle, cycle artificiel suivant. Aussi, ce qui est important, c'est qu'après l'âge de 45 ans, on peut voir beaucoup plus de complications qu'on appelle prééclampsie, c'est-à-dire quand la pression artérielle augmente pendant la grossesse, et ça peut être très, très grave. Et puis, si on compare le pourcentage de cette prééclampsie dans les programmes de dons d'oocytes, si on a une grossesse avec un seul bébé, on peut voir le pourcentage jusqu'à 18%, mais si on a des jumeaux, on a double, on a à peu près 27% de problèmes. Mais quand on compare avec la fécondation in vitro traditionnelle, on a beaucoup plus avec le don d'oocytes parce que c'est le système immunitaire qui peut agir comme ça quand on fait le traitement avec le don d'oocytes. Suivant. Et donc, les risques pour la santé des patients quand on fait le don d'oocytes et le don d'embryons, c'est que on constate un peu plus des problèmes et des complications pendant la grossesse par rapport à fécondation in vitro avec ses propres oocytes. Suivant. On peut voir que surtout les femmes âgées plus que 40 ans ont plus de problèmes, plus des césarienne section, la césarienne, puis plus de problèmes de diabète, de prééclampsie, placenta prévia, des thromboses, d'hypertension, suivant. L'important de retenir que l'hypertension artérielle avant l'âge de 50 ans peut être à peu près dans un quart de tous les cas. Après l'âge de 50 ans, à peu près 60%. C'est pour ça peut-être que dans la plupart des pays, l'âge de femme est limité à 50, à 52, 53 ans parce que après, ça peut être assez dangereux. Diabète gestationnel jusqu'à 20%, placenta prévia, aussi c'est une complication qui arrive plus souvent avec l'âge, thrombose, prééclampsie, crise cardiaque, accident cérébral, donc tout ça, ça peut être des complications qui sont assez graves. Suivant. Donc, à la fin, je voudrais dire qu'avant de se lancer dans le programme de don d'oocytes, il est important de connaître le protocole de sélection et de contrôle des donneuses et des donneurs, et puis les restrictions législatives possibles. Aussi, il faut savoir quel type de don d'embryon vous allez avoir. Ce sera donneur du sperme, donneuse d'oocytes, ou ce sera donneur
Et puis, par exemple, donneuse d'oocytes et sperme des patients, au contraire. Ou ça peut être, par exemple, les cellules des patients et des patientes qui donnent ces embryons surnuméraires. Donc, c'est important parce que l'information que vous allez avoir de ces embryons va être assez différente à ce niveau-là. Il faut effectuer un contrôle de votre propre santé et puis en cas de diabète, de thrombose, d'hypertension, de troubles hormonaux, infectieux et autres, c'est important d'analyser et stabiliser votre état. Il faut aussi être conscient du fait, dans certains cas, les risques obstétricaux peuvent être très, très élevés. Et puis, protocole de préparation de l'endomètre peut, comment dire, influencer sur le taux de réussite et taux de complications. Et puis, les questions psychologiques, dans ce cas-là, sont aussi très, très importantes. Et c'est vraiment très important d'avoir un soutien psychologique dans ce type de programme pendant toute la vie. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, ça a été très, très intéressant. Je vous remercie. Et voilà, bah, s'il y a quelqu'un qui a des questions, ils sont bienvenus. Moi, j'ai reçu quelques-unes dans Avec les réseaux plaisir. sociaux. Le taux d'implantation d'un embryon congelé diminue-t-il au fur et à mesure que l'embryon reste congelé? Merci beaucoup pour votre question. Selon ces travaux scientifiques, si. Mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. La durée de congélation, ok, ça peut influencer la vitalité de cet embryon, mais la différence va être vraiment grande, par exemple, si on congèle pour une année ou par exemple pour 10 années. Mais le plus important, c'est que tous les années apparaissent les méthodes différentes de congélation, les milieux différents, les méthodes différentes. On améliore tous les années quelque chose. Et ça peut être que les embryons qui étaient congelés 10 ans avant ou 15 ans avant, avec le milieu de compagnie machin, dans 15 ans, cette compagnie n'existe plus, ce milieu culturel n'existe plus, et on devait faire décongeler cet embryon avec les autres milieux culturels, avec les autres méthodes qui ne sont pas optimales dans ce cas-là. Et je pense que c'est peut-être ça est plus important que la durée absolue de congélation. J'ai eu des grossesses après 12 ans de congélation, après 15 ans de congélation. Mais c'est vrai que si, par exemple, normalement, on a le taux de décongélation à peu près 95, 95, 97%, mais si on a les embryons qui étaient congelés pendant longtemps, à peu près la moitié peut-être survit bien cette procédure. Donc, bon, c'est plutôt ça. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions. Mais bon, moi, en attendant, j'en ai une autre. Alors. Un double transfert d'embryon améliore-t-il les chances de grossesse? Si vous double transfert, c'est-à-dire 2 embryons, ou c'est-à-dire un embryon aujourd'hui, dans 2-3 jours. Parfois, on appelle double transfert quand on transfère
deux embryons en même temps. Et ça, bien entendu, peut améliorer le pourcentage de grossesse. Euh, Jusqu'à 3 embryons, le pourcentage s'augmente et après, ça change rien. Mais le problème, c'est que quand on transfère 2 embryons, le pourcentage des jumeaux est aussi très élevé, à peu près 40, 60%, 50%, dépend de la qualité de ces embryons. Et on sait que la grossesse gémellaire, c'est une grossesse de grand risque de petite taille au moment d'accouchement, puis l'accouchement prématuré, puis des complications de type prééclampsie. Donc, il vaut mieux quand même avoir la grossesse avec un seul bébé. Si on parle de double transfert, quand on transfère un embryon un jour, les autres embryons en quelques jours, on a pratiqué ça quand on, peut-être 15 ans, il y a 15 ans, même il y a 20 ans, quand on n'était pas sûr des cultures embryonnaires, cultures prolongées jusqu'à le stade des blastocysts. Donc, nous avons transféré un embryon 72 heures et puis l'autre qui sont survécus. Mais bon, actuellement, peut-être ce n'est pas le cas. Aussi, il y a une idée qu'on peut transférer les embryons, les blastocystes, dans les jours différents, pensant que, par exemple, nous avons une fenêtre d'implantation déplacée. Et si on ne sait pas exactement quand on a cette fenêtre d'implantation, on peut faire le transfert à 120 heures comme un standard. Et puis, dans 2 jours, par exemple, si on pense que cette fenêtre d'implantation est un peu déplacée. Donc, aussi, il y a les méthodes comme ça et il y a des publications qui disent que ça peut être utile parfois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je pense pas qu'il y ait d'autres questions. Moi, j'en ai pas reçu d'autres. Donc, Très bien. ok. Bon, bah, je vous raconte. Alors, la semaine prochaine, on va voir Monsieur Vladimir Silva qui va nous parler sur les techniques supplémentaires de FIV. Et voilà, bah, bienvenue. Et merci beaucoup, docteur, d'être venu, de partager. Ça a été vraiment très intéressant. Et merci à tout le monde d'être venu. Et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. J'espère que c'était utile. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.